Dernièrement, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet de l'état de droit, et j'ai eu quelques retours plus ou moins courtois et plus ou moins intéressants en commentaire. Au début, je voulais répondre à tout le monde, et quand j'ai vu le temps que ça me prenait, j'ai vite abandonné, mais il y a quand même des choses que je ne pouvais pas laisser passer. Mais il faut quand même que je contre-attaque, hein, les amis. Je peux pas laisser comme ça. Je peux pas laisser ça comme ça, hein, parce que là, c'est trop grave quand même. Bref, aujourd'hui, on va répondre à un certain nombre de commentaires relatifs à ma dernière vidéo en date, celle où je recadre Clément Viktorovitch sur la notion d'état de droit. Avant de commencer, merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké ou laissé un commentaire sous les dernières vidéos. Ça fait déjà quelques mois que je me suis lancé sur YouTube et ça commence enfin à marcher un peu. Un grand merci à ceux qui laissent des commentaires encourageants aussi, à ceux qui en laissent régulièrement et à ceux qui s'embarquent dans des longs débats. Bref, commençons la vidéo. Premier commentaire. Alors oui, mais c'est absolument ton avis sur le Conseil constitutionnel. Tu peux avancer tes arguments subjectifs, mais il n'y a rien de rigoureux dans ta vidéo. Ce que je reproche, c'est que je m'attendais à un debunk pur et dur. Résultat, il ne démontre pas que Viktorovitch ment ou se trompe, il expose juste son avis sur le Conseil constitutionnel. J'ai l'impression de m'être fait avoir par le putaclic. Et pourtant, Viktorovitch explique dans sa vidéo que remettre en cause l'état de droit, c'est remettre en cause la hiérarchie des normes, permettre l'arbitraire de l'État et piétiner les lois. Tu l'as marqué sur les gélécopies de page écran. J'explique que c'est faux et que c'est même un contresens, puisque ce qui caractérise l'état de droit, c'est que la loi soit soumise à des normes supérieures. C'est tout. Donc pas question de permettre l'arbitraire de l'État, puisqu'il agit toujours dans le cadre de la loi, et pas question non plus de piétiner les lois. Au contraire, la critique c'est précisément que le Conseil constitutionnel puisse censurer la loi à sa guise. La critique, c'est aussi que les traités soient supérieurs aux lois, même aux lois qui sont ratifiées postérieurement. Je passe peut-être un peu trop vite sur cette partie dans ma vidéo, je te l'accorde, mais il faut bien comprendre qu'avant 1975, si une loi était contraire à un traité, on regardait lequel des deux, le traité ou la loi, était le plus récent, parce qu'on considérait que c'était l'expression la plus récente de la volonté du peuple qui devait s'appliquer. Et en 1975 donc, le Conseil constitutionnel invite les juridictions françaises à vérifier la conventionnalité des lois. Autrement dit, il les invite à écarter l'application des lois si un traité dit autre chose. Les juges se conformeront à ça, plus ou moins rapidement, et aujourd'hui on est dans une situation où le moindre texte pondu par Bruxelles est supérieur à la volonté du Parlement français. Je pourrais refaire des vidéos sur le sujet pour que ce soit bien clair. Bref, tout ça pour dire que ce que dit Viktorovitch, c'est faux. Remettre en cause l'état de droit, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir piétiner la loi. Ce n'est pas remettre en cause le principe de hiérarchie des normes lui-même, c'est remettre en cause ce qui est en train de se passer au sommet de cette hiérarchie des normes depuis une cinquantaine d'années. Après, on peut considérer que le Conseil constitutionnel ne piétine pas la loi, mais est bien dans son rôle de garant de la Constitution, ou que la primauté des traités c'est super. Là, ok, je donne mon avis, selon moi, ça va trop loin. Ensuite, j'expose aussi mon avis sur la question des droits fondamentaux et du rôle de l'État, exactement comme Viktorovitch le fait, c'est une sorte de débat quoi. J'explique pourquoi, selon moi, il a tort, c'est un debunk politique si on veut. Mais pour le reste, sur la notion d'état de droit précisément, pour moi, c'est bien un debunk pur et dur, comme tu dis. Viktorovitch ment ou se trompe, et il délire complètement quand il dit que Rotaillot veut se mettre dans l'illégalité. Le propos de Rotaillot, c'est simplement de dire que le peuple doit avoir le dernier mot et pas les juges. C'est tout. Bref, j'espère que t'es un peu moins déçu, et que c'est un peu plus clair pour toi. Deuxième commentaire. MDR, le mec a la prétention de faire la leçon à un docteur en politique. Ça va les chevilles ? Alors là, c'est un peu triste comme commentaire, je pense, parce que le problème, c'est plutôt qu'on puisse être docteur en sciences politiques et dire n'importe quoi. Bref, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt, et oui, ça va les chevilles. Troisième commentaire. Bon, cette vidéo est bien trop approximative pour être prise au sérieux. Au-delà de l'omission des nuances apportées par Clément, la vidéo manque clairement de rigueur juridique sur la notion d'état de droit et le Conseil constitutionnel. Vous ne maîtrisez clairement pas votre sujet. Ça me plaît. C'est long et tout, on va s'amuser. Je vais me permettre de te tutoyer, c'est plus simple pour moi de faire pareil pour tous les commentaires. La France n'est plus un état légal depuis 71 à proprement dire. De 58 à 71, c'était davantage un garant du bon respect mutuel des pouvoirs. 74 marque seulement l'ouverture de la saisine aux parlementaires. C'est par la décision liberté d'association que le Conseil accorde une valeur au préambule de la Constitution de 58 et devient un véritable protecteur des droits et libertés. Je suis d'accord, je l'explique d'ailleurs moi-même dans ma vidéo de réponse à l'esprit critique.
Je voulais pas refaire l'historique pour les abonnés qui auraient déjà vu l'autre vidéo. Maintenant, dire que c'est 1971 ou 74 qui marque le grand tournant, le passage d'un état légal à l'état de droit, ça se discute. Dans la mesure où ça lui fait une belle jambe au conseil de contrôler le respect du préambule, si en pratique, personne ne peut vraiment le saisir. C'est une critique récurrente. La nomination des membres du conseil pose problème. Toutefois, force est de constater que la jurisprudence du conseil demeure constante malgré les personnes en fonction. Oui, bon, d'accord, je vais pas creuser la question plus que ça pour vérifier que c'est bien le cas, parce que ça ne change absolument rien à mon argumentaire. Le conseil est devenu un super législateur, et le casting ne vend pas du rêve, c'est tout ce que je dis. Revenir au légicentrisme dans une 5ème république favorisant les grandes majorités au Parlement, ça me semble être une très mauvaise idée. Moi, je suis pas convaincu que ce soit une pire idée que de permettre à 9 sages de se placer au-dessus de la souveraineté populaire. Et j'explique par ailleurs dans la vidéo que l'État doit garantir les droits fondamentaux certes, mais il doit aussi agir en vertu de l'intérêt général, de la survie collective. On l'a vu avec la décision sur les OQTF, dans le cadre de l'État de droit, la marge de manœuvre pour agir, elle est quand même bien réduite. Après, pas de problème si tu n'es pas de cet avis, mais là, tu n'expliques pas vraiment pourquoi. Juste, t'es pas d'accord, bon, ok. La question des traités internationaux est intéressante. Cependant, vous omettez que si la loi est subordonnée aux traités, les traités sont subordonnés à la Constitution. Ok, mais encore une fois, peut-être que je n'aborde pas ce point parce qu'il ne change rien au propos de ma vidéo. Le fait que les juges soient accompagnés par les politiques dans leur travail de sape de l'État français et de déni de démocratie, je peux le dire, pas de problème. Je rappelle que la Constitution a été modifiée plusieurs fois dans le cadre de la construction européenne pour que les traités y soient conformes justement. Bref, encore une fois, en quoi est-ce que ça impacte mon argumentaire ? Dès 1946, émerge l'idée d'un contrôle de constitutionnalité. Toutefois, l'organe instauré est inutile du fait de la saisine trop compliquée. Et bon sang, le Conseil constitutionnel existait en 1958. Là, c'est presque ridicule, pardon, mais je dis bien que ce pouvoir n'existait pas au début de la 5ème sous sa forme actuelle, donc avec le contrôle étendu au préambule et avec la saisine élargie. L'institution change carrément de nature. Je répète, sous sa forme actuelle. Mais en aucun cas je dis que ça n'existait pas du tout, encore une fois, je renvoie à cette vidéo pour la mini-rétrospective historique. C'est caricatural. D'abord, le Conseil constitutionnel ne s'auto-saisit pas, il doit être saisi a priori par les autorités compétentes, ou bien il intervient par une QPC, c'est-à-dire à l'occasion d'un litige, lorsqu'un justiciable conteste la constitutionnalité d'une loi. Ensuite, le Conseil ne censure uniquement qu'en vertu de textes et de principes existants. Déjà, j'ai jamais prétendu qu'il s'auto-saisissait, et puis il n'en aurait même pas besoin, puisqu'avec l'élargissement de la saisine, les oppositions contestent régulièrement les nouvelles lois et envoient le texte dans les mains du Conseil. Tu rajoutes à ça les QPC, et franchement ça va, y a de quoi faire. Ensuite, quand tu dis que le Conseil censure uniquement en vertu de textes et de principes existants, c'est contestable. Est-ce que tu as déjà entendu parler des principes à valeur constitutionnelle ? Pouvoir exceptionnel et contre-pouvoir. Les pouvoirs exceptionnels et autres états d'urgence sont tous soumis à un contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel. La souveraineté populaire est rejetée en France depuis la Révolution française, elle n'a jamais pu s'imposer quel que soit le régime. Parler de souveraineté populaire en France, c'est un contresens total, sachant qu'on favorise l'idée de souveraineté nationale. Les seuls mécanismes de souveraineté populaire sont les référendums, et le Conseil constitutionnel ne censure pas les lois référendaires. Votre souveraineté populaire est intacte. Pour moi, tu confonds les notions de souveraineté populaire et de démocratie directe là. La souveraineté populaire peut aussi s'exprimer au travers des représentants. La démocratie directe, le référendum, c'est juste la forme d'expression la plus pure de cette souveraineté, c'est tout. Et pour les pouvoirs exceptionnels, je n'ai pas dit le contraire. Mon propos c'était simplement de montrer que la logique de la survie collective, on la retrouve même dans le droit, c'est tout. Non, le Conseil constitutionnel que vous amalgamez avec l'état de droit ne protège pas seulement les immigrés. C'est une vision très réductrice, il suffit de se pencher sur sa jurisprudence pour voir que le Conseil s'intéresse à tout un tas de questions essentielles, comme la question de l'avocat en garde à vue ou du droit à l'avortement. J'ai jamais dit que le Conseil constitutionnel protège que les immigrés, j'ai dit que mettre en place une politique migratoire plus ferme, c'est peine perdue dans le cadre actuel. Voilà pour ce long commentaire qui a suscité un autre commentaire. Une vraie fessée, Jean Adolphe va devoir retourner à ses études en BEP politologie pour espérer rentrer à CNews un jour. Donc voilà, j'ai parlé de la question migratoire, les hystériques sont de sortie. Sauf que là, c'est particulièrement ridicule puisqu'il n'y a pas de fessée. Tu prends parti et valides un commentaire contre moi juste parce que je serais un facho. Sur le fond du sujet,
la pertinence de l'argumentaire, la vérité au-delà des opinions politiques, tout ça n'existe plus, bref ton commentaire est bien triste. Et on en arrive à notre dernier commentaire. Tu critiques quelqu'un qui vulgarise un article de presse qui lui-même cite et vulgarise quelqu'un. C'est impertinent au possible. Le pire, c'est que ça a l'air d'être le but de ta chaîne et que t'en es certainement content. Je termine Histoire Crépue, je recadre Clément, tu grattes juste du buzz sur des gens connus en pensant que t'as d'être ça chacal. La vie, c'est pas Twitter, cousin. Bon, déjà, merci pour le commentaire, cousin. Ensuite, comment ça qui vulgarise un article de presse qui lui-même cite et vulgarise quelqu'un ? Ça ressemble à rien, quoi. On parle d'une vidéo dans laquelle Clément Viktorovitch revient sur une déclaration d'un ministre et développe autour du sujet de l'état de droit. On peut pas vraiment parler de vulgarisation. Enfin, je sais pas, sinon tout est plus ou moins vulgarisation. Et moi, je réponds à un youtubeur qui a une grosse audience, qui dit des énormités et avec lequel j'ai un désaccord politique. Bref, je vois pas trop quel est le problème. Ensuite, sur le putaclic, oui, j'essaye de faire décoller une chaîne YouTube, donc je vais essayer de faire des titres et des miniatures aguicheuses. Et j'ai aucun souci avec ça, puisque pour moi, la promesse derrière est tenue. Je voulais finir cette vidéo avec des commentaires un peu moins hostiles ou même bienveillants, mais honnêtement, je sature un peu. J'ai aussi envie de faire des vidéos sur d'autres sujets, donc désolé pour ceux à qui je n'ai pas répondu, en tout cas, j'essaye de tout lire. Encore une fois, merci à tous, c'est cool de voir des débats en commentaire, de pouvoir identifier des pseudos récurrents et de recevoir des encouragements, etc. Bref, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous laisse avec la vidéo la plus sous-cotée de ma chaîne, un format iceberg sur l'audiovisuel public. Merci et à bientôt, c'était Paul Marcellus.